Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette troisième partie. Cette troisième partie qui va, si vous voulez, s'inscrire un petit peu dans le chemin, on va dire, ou alors la feuille de route de la mise en place de tout un écosystème de sécurité et de cybersécurité pour pouvoir justement sécuriser et rendre optimal les environnements Microsoft 365. Donc, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Falat Agrout, je suis architecte team lead chez IM Service, donc à Genève. Je travaille particulièrement sur tout ce qui est Azure, donc IaaS, PaaS, SaaS, et puis toute la partie M365, donc à savoir tout ce qui est AIP, Intune, en fait tout l'écosystème Microsoft 365, voilà, pour faire court. Je fais également partie donc de l'AOS, hein, donc depuis 2016 maintenant, donc ça fait 4 ans, 4 ans et demi. Waouh, Et waouh, puis, waouh. oui, pas loin, exact. Et puis, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Sylvain, je fais aussi partie des membres de l'organisation Identity Days. Donc, c'est un événement dans lequel on présente toute la partie identité, que ce soit sécurité ou la partie IAM, donc Identity Access Management, dans n'importe quelle en fait, organisation, que ce soit une petite ou une grande organisation. Donc, c'est en octobre à Paris, donc n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à cet événement. Et puis, je suis Microsoft MVP Azure depuis maintenant 6 ans. Donc aujourd'hui, donc rentrons dans le vif du sujet, je pense que ce qui vous intéresse le plus, l'agenda donc pour la partie donc AIP et Sensitivity Label, parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. On va donc voir un petit peu une brève introduction, un petit peu pourquoi on doit faire ça, surtout quels sont les challenges pour les DSI et pour l'informatique aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'on a trop de données et on n'arrive pas forcément à les maîtriser. On va voir un petit peu la vision de Microsoft sur la partie MIP, donc Microsoft Information Protection, qui regroupe pas mal de choses. Donc malheureusement, on ne peut pas tout traiter parce qu'il faudrait une session par produit, mais en tout cas, on va voir un petit peu ce qui se passe derrière tout ça. En deuxième partie, je vais vous présenter AIP, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu d'histoire, parce qu'il va y voir qu'il y a pas mal de choses qui a changé, et puis quelques introductions, une démonstration. Et puis le fonctionnement au niveau chiffrement, parce que c'est toujours important de savoir un petit peu ce qui se passe derrière quand vous chiffrez un document ou un email avec AIP. Ensuite, on va rentrer dans la partie label M365. Alors il faut savoir que, comme vous le savez, il y a deux labels. Il y a la partie rétention. Donc celle-ci, on ne va pas en parler parce que c'est autre chose. Nous, on va vraiment parler de la partie sensitivity label. Et puis on verra un petit peu l'utilisation et la migration entre les deux mondes, à savoir AIP et les Sensitivity Labels. Et on va voir pourquoi justement ils sont liés. Juste pour rappeler, rappelez-vous, donc je base en fait ce AOS Online sur un modèle de sécurité et pour chaque partie, en fait, je présente, on va dire, une feature ou alors une thématique. Rappelez-vous, lors du premier AOS, je vous avais présenté toute la partie sécurité des identités. Hein, d'accord. Donc pour la rendre l'identité un peu plus forte avec la partie MFA, Emergency Account, la partie Identity Protection, etc. La deuxième partie, je vous avais encore présenté la partie identité, mais cette fois-ci on-prem, avec Azure ATP, vous savez, la partie protection de l'Active Directory, justement, contre les attaques, ce qu'il expliquait Sylvain en fait tout à l'heure, hein, le fait de détecter un pass of the hash, pass de ticket, la partie un petit peu mouvement latéral, etc. Et puis là aujourd'hui, donc l'épisode 3, donc alors c'est pas forcément dans l'ordre, hein, donc c'est ça qui est intéressant. On va voir la partie data. Et dans la partie data, comme je vous l'ai dit, dans le modèle de sécurité que je propose, vous voyez, on peut faire pas mal de choses. Hein, donc il y a la partie DLP, il y a la partie rétention, la partie backup. Forcément, il faudra backuper vos données. Et nous, on va se contenter du petit AIP ici, donc Azure Information Protection. Voilà, juste pour faire un petit peu donc un retour sur les personnes qui n'ont pas pu suivre la session 1 et 2. Voilà. Donc introduction, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, et puis je pense que vous vous rendez compte en fait, donc c'est un slide que j'aime bien reprendre de chez Microsoft. Aujourd'hui, les données, il y en a de partout. On en a dans les serveurs de fichiers, on en a dans les OneDrive, on en a dans les SharePoint, on en a dans les Teams. Il faut savoir que le problème de ces données, c'est que vous avez des données plus ou moins critiques. Moi, chez certains clients ou certaines organisations, quand je vois la quantité de données, et surtout quand je vois la criticité des données qui ne sont pas protégées, c'est juste hallucinant. Et on voit en fait effectivement que même pour les DSI, hein, quand j'en parle et quand j'échange avec eux sur justement l'accompagnement de ces projets-là, bah, en fait, ils n'ont aucune idée où est-ce qu'ils sont leurs données, comment les contrôler et surtout
comment les protéger. C'est-à-dire que euh, pour eux, en fait, quand une donnée elle est sortie de l'entreprise, elle est foutue. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'une donnée d'une entreprise puisse sortir de manière facile. Admettons que vous auriez par exemple un employé donc qui quitte l'entreprise et puis cet employé décide de prendre tous les documents, on va dire assez sensibles de l'entreprise avec lui dans une simple clé USB ou alors qu'il peut se les envoyer vers OneDrive s'il est un petit peu dans la mode M365 hein, où il peut se faire un petit Teams et s'envoyer des liens. Enfin voilà, il peut, on va dire en tout cas, sortir les données de l'entreprise. Et ça aujourd'hui, hein, vous allez voir dans n'importe quelle organisation, je peux vous garantir que la plupart, vous allez pouvoir le faire facilement et sans vraiment monitoring ou alors de DLP, etc. Je ne parle pas des banques parce que c'est un environnement un petit peu particulier, mais si vous prenez la plupart des entreprises ou même des SS2I, des ESN, hein, si vous travaillez, enfin en tout cas moi je connais beaucoup de ESN où l'accès au OneDrive, l'accès au SharePoint, etc. Déjà il n'y a pas la politique d'accès, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité, vous savez, enfin ils n'ont pas la possibilité de dire si ma machine n'est pas compliant avec un MDM ou alors elle n'est pas jointe dans Azure Active Directory, tu ne peux pas accéder aux environnements Office 365. Il y a déjà cette partie-là sur la partie conditional access qui n'est en généralement pas faite. Et vous avez la partie données où, comme je vous l'ai dit, vous recevez un mail ou vous avez un document, vous allez pouvoir le sortir de manière très simple. Et ça, c'est très important. Il faut savoir aussi que les gens voyagent énormément maintenant, surtout maintenant avec le Covid, donc le télétravail commence beaucoup à se démocratiser et les gens, effectivement, bon, bah, ils accèdent à leurs données un peu de partout. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on dit en tout cas, et quand vous partez en fait dans un projet déjà là je parle même pas d'AIP ou de ce que vous voulez, je parle pas de techno, mais je parle on va dire de contexte en fait, pour contrôler vos données et surtout pour avoir vraiment un contrôle quand cette donnée sort de l'entreprise, il faut d'abord connaître vos données. Connaître vos données, c'est-à-dire savoir ce que vous avez. À un moment donné, en fait, il faut faire un gros stop et dire attends, qu'est-ce que j'ai dans mon système d'information? Qu'est-ce que j'ai? Quelle est la nature de mes données? Est-ce que ce sont des données, on va dire, un petit peu éparpillées partout? Et ensuite répertorier en fait on va dire le support de stockage, le OneDrive, le SharePoint, le Teams, et également le file server qui reste aujourd'hui très utilisé malgré, si vous voulez, le fait qu'aujourd'hui on est quand même beaucoup plus axé sur la partie cloud, comme du Dropbox, du Google, etc., pour ne pas les nommer. Ensuite, une fois que vous avez connu, vous avez exactement où est-ce qu'il se trouve, etc., vous allez pouvoir enfin commencer à faire un petit peu de protection. Et avant de faire de la protection, en général, ce qu'on peut faire, c'est d'abord, et ce que je recommande de faire, c'est d'abord faire de la classification. Et puis après, vous allez pouvoir faire de la gouvernance pour justement gérer le life cycle du document. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand un utilisateur sort d'une entreprise ou alors il quitte l'entreprise en étant fâché, ou alors qui quitte la boîte parce qu'il a été viré ou licencié, il faut gérer le life cycle à l'accès aux documents. Parce qu'aujourd'hui, on gère life cycle au niveau de l'Active Directory. Vous allez me dire, voilà, on disable son compte, on est content, on le met dans une OU, par exemple, OU Live ou quelque chose comme ça. Pour ceux les plus courageux, enfin, ce que je recommande, ils ont aussi le lifecycle avec Office 365 sur tous les accès donc aux applications, etc. Et puis arrive aussi normalement la partie data qui malheureusement que je trouve un petit peu délaissée ou alors pas bien pensée en tout cas. Parce que forcément, vous allez me dire, l'utilisateur, il n'a plus accès au serveur de fichiers, mais par contre, s'il s'est mis les fichiers encore une fois dans un OneDrive, il y a toujours accès. Et ce qui est très important donc, c'est pour connaître vos datas, en fait, vous allez pouvoir en fait faire ce qu'on appelle de la découverte. Et de la découverte, ça va passer par plusieurs mécanismes. Là, on rentre dans la partie Microsoft. Donc AIP aujourd'hui est capable, en fait, tout simplement, de vous faire, on va dire, découvrir tous les données que vous avez au sein de votre système d'information. Et une fois que vous les avez découverts, donc est-ce que j'ai du PDF, est-ce que j'ai du Word, est-ce que j'ai de l'Excel, enfin toute la nature de les données, on va pouvoir donc les classifier. Et cette classification, alors forcément, elle va être intelligente parce qu'on va pouvoir dire en fonction de ce que j'ai dans mes documents, soit avec des patterns que je vais définir, soit alors avec des regex que je vais mettre en place. En fonction de la nature de ce document, tu vas me les classifier en public, tu vas me les classifier en high, en secret, en restricted, etc. Alors forcément, la politique et le modèle de template que vous allez définir, il sera forcément intégré à votre classification. Puis ensuite, derrière, une fois que vous avez classifié et vous avez vu ce qui se passe,
avec le monitoring, etc., on pourra enfin commencer la partie protection. Ça, c'est très important. On ne commence jamais un projet, en tout cas pour cette partie DLP, directement avec la protection. On commence d'abord pour la partie découverte, classification. On monitor, on voit un petit peu ce qui se passe, et après, derrière, on verra comment protéger. Sachant, il y a un truc très important, et d'ailleurs, ça fera partie de 80% de la réussite de votre projet, c'est la partie end user. Parce qu'en fait, ça, c'est un projet end user. Donc, le end user, il faut bien qu'il soit capable d'utiliser votre outil. Donc, il faut mesurer ce qu'on appelle un taux d'adoption qui va être important afin que les utilisateurs puissent utiliser votre produit, donc classifier et après protéger leurs documents. Alors, la vision de chez Microsoft, donc si on revient, on va dire à peu près 2-3 ans en arrière, on avait plusieurs plateformes, hein, donc vous avez la partie Office 365, la partie Windows et la partie Azure. Donc effectivement, tout était séparé. Donc on avait une protection pour Office 365, pour la partie mail, etc. On avait une protection pour la partie Windows, donc via Intune et la partie protection de file en fait avec des app protection, donc app protection policy, etc. Et puis on a la partie Azure information protection que vous connaissez peut-être, c'est le produit en fait qui permet de classifier les documents et chiffrer les documents, etc. Mais le souci, c'est que en fait, on avait 3 portails pour faire, si vous voulez, la chaîne, à savoir Office 365, la partie device et la partie documents. On avait le Azure Information Portal, le Intune Portal et le Office 365 Sécurité Console. Donc vous voyez que c'est pas trop unifié tout ça. Et puis avec la vision de Microsoft aujourd'hui, donc qui est arrivée depuis les Ignite 2019, donc qui est en train de monter un petit peu en puissance, c'est justement le Microsoft Information Protection, donc c'est le Microsoft qui est important, donc qui va regrouper, si vous voulez, tous ces trucs-là pour faire ce qu'on appelle directement en fait de la protection et de la classification unifiée sur toutes les plateformes, à savoir que ce soit sur les devices, que ce soit sur un document ou alors que ce soit sur les emails et sur les applications tierces ou alors les applications Office que vous connaissez. Et tout ça, bien sûr, géré avec une seule console, qui est la console que vous connaissez, c'est la M365 Security and Compliance Center, donc c'est le centre qui vous permet donc de gérer tout ça. Donc voilà un petit peu donc une brève introduction par rapport à ce sujet qui est quand même assez important. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet et puis on va parler un petit peu de l'histoire et pourquoi je vous présente ça. Pour ceux qui connaissent, pour les plus courageux qui ont eu la chance, je sais pas, ou le malheur d'avoir à mettre en place ADRMS. Donc ADRMS, hein, c'était un produit en fait qui se liait à l'Active Directory, un produit on-prem, qui permettait un petit peu de faire de la classification, de la protection de fichiers. Donc ensuite, Microsoft a mis en place donc l'Azure RMS. Donc en fait, c'est la même chose, mais dans Azure. Donc en fait, l'Azure RMS, c'est derrière le mécanisme qui permet la partie chiffrement et déchiffrement des données et des données de ce que vous connaissez, hein, Word, Excel, les données classiques en fait. Et puis après, derrière, il y a eu un rachat. Microsoft a racheté une société qui s'appelle Secure Island, qui permet, en fait, cette société faisait que de la classification. Et en rachetant cette société, Azure RMS est devenu en fait Azure Information Protection. Ça, c'est important de connaître un petit peu l'historique. Et grâce à ça, on était capable de faire de la classification et du chiffrement directement avec une seule console, donc qui est la console Azure Information Protection, avec un client AIP qui est derrière, qui lui va télécharger les templates donc d'Azure AIP, enfin d'AIP, et puis les balancer sur les données de la workstation. Et puis ensuite, après, est arrivé ce petit truc là qui a fait pas mal de bruit en fait, parce que vous allez comprendre pourquoi. Il y a les Sensitivity Labels qui sont arrivés avec Office 365. Et donc là, on arrive avec une version, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, unifiée, avec ce qu'on appelle les Unified Labels, qui vont, eux, du coup, vont pouvoir être utilisés sur plusieurs supports. Donc ces Unified Labels, vous allez pouvoir les mettre dans SharePoint, dans OneDrive, donc les documents OneDrive avec Office Online. Si vous ouvrez votre Office Online, vous avez la possibilité d'activer directement les Unified Labels, donc les Unified Labels, les Sensitivity Labels, et vous avez également la possibilité de le faire dans Teams, chose qui n'était pas possible avant, parce que, si vous voulez, le Azure RMS et le Azure Information Protection étaient uniquement pour la partie données. Alors que là, on arrive un petit peu sur la partie, on va dire, plateforme, on va pouvoir donc gérer tout ça. Et puis, bien sûr, la partie Unified Label arrive aussi avec un nouveau client qui, lui, forcément, utilise que la partie Unified Label. Alors, vous imaginez, moi, pour la petite histoire, hein, j'avais mis en place ce projet
On était parti des RMS classiques, ensuite de Secure Island pour la partie IP, etc. Donc c'était en 2016. Hein. Plus de 80 000 personnes dans le monde. Et puis du jour au lendemain, on vous dit ah ben en fait maintenant il y a les unités de label, il y a client IP, etc. et label, etc. Et donc là c'est un petit peu compliqué à appréhender et forcément il y a une mise à jour à faire. Etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, ça a posé pas mal de problèmes chez les clients sur pas mal sur pas mal de thématiques, notamment sur la partie est-ce que j'utilise du sensitivity label ou je fais toujours de l'AIP. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait aujourd'hui? Et puis au niveau pour l'histoire, donc je vous ai mis un petit peu les interfaces. Alors, la première interface ici que vous voyez en haut à gauche, c'est le Azure RMS de l'époque. D'ailleurs, vous voyez, hein, les dates, c'est 2015-2016. D'ailleurs, oups, pardon. Ensuite, vous avez la partie Azure Information Protection que vous connaissez sûrement. On va dire celle-ci, elle existe encore, mais bientôt elle va disparaître, d'accord. Et puis vous avez la nouvelle interface qui est depuis le M365 Security and Compliance Center, qui est lui, bah voilà, qui est ici, donc qui vous permet donc de vous créer vos labels. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu donc en termes de démo. Donc là ici, sur votre centre ici, donc 365 Compliance, vous avez la partie donc ici labels que vous allez pouvoir les créer directement à partir d'ici. Et puis si vous allez sur Azure, parce qu'il faut savoir que Azure Information Protection, il est dans la plateforme Azure. Donc pour y accéder, il faut d'abord aller sur le portal.azure.com, pardon. Et puis ici, vous allez retrouver donc votre Azure Information Protection avec un petit peu, bah voilà, ce que vous connaissez, les labels, la possibilité de rajouter des labels, etc. D'accord? Pour l'instant, rien de compliqué. Par contre, la version classique ici, hop, bah, on n'a plus accès parce qu'en fait, elle n'existe plus. Mais heureusement, j'ai gardé un petit print screen pour vous le montrer. Donc, voilà un petit peu la différence des plateformes. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on est arrivé avec Secure Island, donc qui a été mergé, donc le produit s'appelait Azure Information Protection. Information Protection, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Bah forcément, hein, lui, il va protéger la donnée depuis l'intérieur comme de l'extérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on va pouvoir contrôler la donnée, même si celle-ci elle est sortie de notre système d'information, parce que ce qui est très important, c'est qu'il se base sur l'identité. C'est-à-dire que du moment que votre identité elle est taguée, bah, je peux tout faire, vous pouvez aller n'importe où. Du moment que je vous révoque les accès au niveau de mon Azure AD et au niveau de mon système d'information Active Directory, vous n'aurez plus accès aux documents, même si vous êtes dehors. Et ça, c'est la clé en fait de ça, parce que beaucoup de DLP s'appuient uniquement sur le document lui-même en fait. Ce qui fait que derrière, quand le document il sort du système d'information, bah derrière, vous ne pouvez plus révoquer les accès à distance. Alors que le fait de s'appuyer sur l'identité de la personne, on va pouvoir le faire très facilement. Forcément derrière, bah, la portée protection, tout type de fichier, hein, que ce soit du PDF, du doc, du fichier Office, du texte, des images, etc. Et puis forcément derrière, ça répond à un besoin aussi sur la partie business to business, parce que aujourd'hui, vous avez la possibilité de communiquer et d'échanger, donc par exemple en Azure B2B ou quelque chose, que ce soit avec des SharePoint, des Teams, etc., des fichiers de manière chiffrée et surtout de manière transparente, quasi transparente pour les utilisateurs. Chose qui n'était pas faisable avant. Donc Azure Information Protection, tout simplement, il faut savoir que c'est un service qui est dans Azure, donc Cloud Azure. Il est implémenté, c'est un web service en fait, hein, dans plusieurs régions dans Microsoft Azure. Et qui, forcément, comme je vous l'ai dit, il permet de faire du chiffrement, de la gestion de droits, donc la gestion en fait des permissions sur les droits que vous allez donner aux utilisateurs. Par exemple, vous allez créer un fichier, vous allez définir un template, et dans ce template, les gens pourront faire de la lecture, pourront faire de la copie. Par contre, ils ne pourront pas faire de la pression, ils ne pourront pas faire du forward de mail, etc. Et puis, vous avez le contrôle d'accès, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui permet justement la possibilité de donc révoquer les accès à distance si l'utilisateur est sorti de l'entreprise. Chose importante, AIP ici à droite, il permet aussi de se connecter au monde on-prem. Donc on peut faire ce qu'on appelle de l'hybridation avec un serveur de fichiers on-prem, avec un Exchange on-prem. Donc si vous êtes encore dans l'ancien mode, donc à l'âge de pierre, si vous avez encore un Exchange on-prem, vous avez la possibilité de, si vous voulez, chiffrer vos emails qui sortent de votre Exchange
au travers donc AIP, au travers ce qu'on appelle un RMS connector. Donc ça va être un proxy qui va connecter AIP à votre Exchange on-prem et votre SharePoint on-prem également. Donc pareil, si vous êtes un petit peu archaïque et qu'il y a du SharePoint on-prem chez vous, donc vous pouvez faire ça. Donc vous allez pouvoir donc les connecter de manière très facile et pouvoir donc appliquer, si vous voulez, des policies et des templates depuis le cloud directement dans votre infrastructure on-prem. Alors bien sûr, après, pour accéder à des données chiffrées, vous avez la possibilité forcément d'accéder via vos devices les plus connus, donc Windows, macOS, iOS, Android. Donc en tout cas, tous les devices sont supportés sur le marché. Juste pour rappel, hein, donc tout à l'heure, en guise d'introduction, je vous avais parlé d'Azure AD RMS, enfin AIP et ADRMS. Donc ADRMS, c'est la partie on-prem. L'avantage d'AIP par rapport à l'ADRMS on-prem, c'est que vous n'avez pas d'infra à mettre en place parce que c'est un service que vous consommez directement dans le cloud. L'authentification se fait directement avec Azure Active Directory. Donc forcément, vous imaginez bien que si vous avez une identité synchronisée depuis votre AD via la Connect, bon bah c'est très bien parce que l'utilisateur on-prem va pouvoir en fait utiliser AIP avec la même identité parce qu'en fait vous synchronisez son identité. AIP va pouvoir gérer le scope et l'autoclassification ou l'autochiffrement des données, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir des patterns et auto-classifier ou auto-chiffrer un document dès qu'il va rencontrer en fait un certain nombre de caractères ou un certain nombre de patterns que vous allez définir auparavant. Alors, pour être honnête avec vous, c'est très sexy, on va pouvoir faire de l'autoclassification, mais honnêtement, en production, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, quand vous allez la voir et vous lui dites, bah tiens, est-ce que tu peux me donner quelques mots-clés que tu souhaites mettre comme ça, si le système il les rencontre, il va les chiffrer automatiquement. Il va te dire, j'en sais rien, parce qu'ils ont tellement de choses. Ça, c'est pratiquement impossible. En tout cas, dans les grosses organisations, et j'en ai fait pas mal de projets AIP, DLP avec donc AIP, je n'ai jamais vu la partie autoclassification mis en œuvre. Alors, on l'a mis dans le cadre d'un POC pour tester, pour valider le fonctionnement de la technologie. Par contre, on ne l'a jamais fait en production. En général, on laisse le soin soit aux utilisateurs de le faire, soit alors on, on classifie et on protège par masse via tout à l'heure un produit que je vais vous présenter qui s'appelle AIP Scanner. Donc c'est en fait un outil qui permet de faire le discovering des fichiers et de les scanner et de les chiffrer automatiquement. Et puis l'avantage aussi donc d'AIP par rapport à DRMS, c'est la partie monitoring et révocation des accès à distance, comme je vous l'ai dit. Elle peut être faite aussi de manière automatique, c'est-à-dire que je donne accès à quelqu'un, je lui dis tu as 3 heures pour lire le mail ou alors tu as 3 heures pour lire mon document. Au-delà de 3 heures, les accès sont révoqués. Donc ça c'est important. Et vous pourrez aussi recevoir une notification sur qui a accédé à quoi et sur qui a imprimé quoi si vous avez par exemple défini que si les documents est imprimé, vous devez recevoir un email ou un SMS. Donc ça marche plutôt bien donc avec la version Azure AD P2, parce que vous avez deux versions. Vous avez la partie Azure AD P1, Azure AD P2. La seule chose qui change, c'est la partie classification automatique qui marche avec Azure AD P2, et puis la partie monitoring et tracking, comme je vous l'ai dit, comme par exemple la partie révocation à distance. Donc en résumé, AIP fait de la classification et de la protection. Chose très importante, beaucoup de gens, enfin en tout cas beaucoup de clients ont du mal avec ça. C'est pas parce que vous classifiez un document qu'il est forcément protégé. Vous pouvez très bien mener un projet, donc de la sorte, et de faire que de la classification. Vous n'êtes pas obligé de faire de la protection. C'est très important. Parce que la classification et la protection, ce sont deux choses différentes. Et en plus de ça, ce sont deux choses qui ne s'abordent pas de la même manière au niveau end-user. Donc la classification, c'est vous classifiez vos documents avec une certaine catégorie, par exemple documents importants, par exemple, je ne sais pas, hein, on peut dire secret, restricted, public et internal. Donc vous avez 4 classifications et vous allez pouvoir classifier les documents en fonction de leur nature. Et vous pouvez aussi mettre de la protection, c'est-à-dire que dans par exemple le label qui s'appelle secret, vous allez pouvoir dire que tous les documents qui sont secrets sont uniquement pour, par exemple, la direction. Donc, vous allez pouvoir scoper. Et pour la direction vont avoir une protection. Ils pourront juste, par exemple, accès aux documents en lecture seule uniquement. C'est-à-dire que s'ils ouvrent le document et qu'ils essayent d'écrire ou de faire un print screen ou de l'imprimer, ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est valable, bien entendu, pour les emails, pour les fichiers, et pour les fichiers dans les emails, donc les attachments, donc les pièces jointes.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prise en charge avec des scénarios hybrides, très important, parce que j'ai quand même encore des clients qui ont encore des Exchange on-prem ou des SharePoint on-prem et qui veulent bénéficier de la partie template avec AIP. Alors, par contre, il faut faire très attention puisque AIP va disparaître, donc faire très attention à ça. Et puis, bah, forcément, simplicité, puisque comme c'est un service cloud, si vous voulez, honnêtement, hein, vous n'avez rien à mettre en place de manière technique. C'est un projet qui est, enfin, en général, ce sont des projets très, très simples à mettre en place au niveau template, etc. Le plus important, c'est de comprendre le besoin du client et de savoir le guider vers quoi il veut y aller, en fait. Vous avez la partie BIOC, donc Bring Your Own Key, donc c'est la partie conservation de la clé sur HSM. Donc vous allez pouvoir venir avec votre propre clé, donc de chiffrement, et puis la chiffrer avec en fait tous vos documents. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Microsoft par défaut vous donne une clé qui est gérée par Azure. Donc si vous regardez en fait par défaut, vous avez des commandes PowerShell qui vous permettent de le trouver. La clé en fait est appelée Azure Manage, donc elle est managée par Azure. Et vous avez la possibilité donc de venir avec votre propre clé et la stocker par exemple dans HSM. Et puis bah, forcément, vous avez votre propre clé de chiffrement. En général, ça rassure aussi quelques clients parfois. Mais ça aussi, pareil, pour être honnête avec vous, sur tous les projets que je fais, je les fais que 2 fois. Voilà, donc la plupart des clients laissent la partie chiffrement directement chez Microsoft. De toute façon, c'est très bien sécurisé aussi, voire mieux que chez vous de toute façon. Parce que comme le disait Sylvain tout à l'heure, il faut savoir que Microsoft aujourd'hui devient la plus grande société en fait de sécurité presque, parce qu'en fait ils mettent plus de 1 milliard par an sur sur la sécurité en fait tout simplement, que ce soit sur leurs produits ou que ce soit sur les techniques d'attaque ou techniques de défense, donc cybersécurité. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, AIP fait de la partie audit, la partie traçage, authentification et sécurité, donc au niveau de tous les documents que vous allez pouvoir chiffrer ou classifier. Alors en termes de chiffrement, comment ça fonctionne? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si on parle d'AIP aujourd'hui ou même si on parle de Sensitivity Label plus tard, il faut savoir que si vous voulez, ce qui se passe derrière, donc le moteur de chiffrement, c'est toujours RMS, qui est Azure RMS maintenant, donc qui est le service derrière. Et donc là, on peut le voir, c'est une image assez marrante de Microsoft hein, que j'ai repris. Donc là, on voit la formule de Coca, en fait, un peu d'eau, un peu voilà, des trucs un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des chimistes dans le call, mais voilà un petit peu. Donc là, on voit que le document, il n'est pas protégé. Donc on voit un petit peu finalement son contenu, hein, d'accord. Une fois qu'il est protégé, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est super important, c'est que votre fichier, en fait, bah, il monte, il va discuter avec RMS pour justement, si vous voulez, se protéger, donc en fait, avec cette clé, cette fameuse clé, en fait, hein, donc de privé de chiffrement, pour pouvoir après derrière, donc c'est du chiffrage symétrique, pour pouvoir derrière être protégé, tout simplement. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est que vous avez la possibilité de chiffrer un document ou le déchiffrer de manière offline. Et comment ça fonctionne? C'est que sur chaque PC, du moment que vous installez le client IP, vous avez les templates et la clé qui redescendent en fait en lecture sur votre PC. C'est ce qui vous permet d'accéder en fait tout simplement à du contenu chiffré de manière offline. Donc si vous êtes dans le train, etc., vous allez quand même pouvoir ouvrir vos fichiers de manière offline parce que en fait vous avez vos templates qui redescendent en fait dans votre PC. Et ça c'est très important. Et donc là, vous voyez ici, quand ça remonte et ça descend, bah là, on peut voir donc le contenu avec donc la partie données ici qui est à droite. Donc ça, c'est important de bien comprendre hein, parce que le mécanisme derrière, c'est bien Azure RMS qui vous le donne. Alors, justement, en termes de chiffrement, ça c'est important aussi quand vous faites votre projet. En général, les RSSI vous demandent, c'est bien gentil, vous chiffrez, mais ça fonctionne comment? Qu'est-ce qui se passe? Dans votre document d'architecture technique, il faut absolument mettre en évidence ce document. Donc, en termes de protection des données, donc la partie protection des fichiers, vous avez de l'AES et la longueur de clé entre 228 à 256. Donc, on est plutôt sur donc les bonnes pratiques de sécurité, de chiffrement et de protection. Ensuite, au niveau de la protection de la clé, donc c'est du RSA et la longueur de clé elle est en 2048. Et puis forcément la signature du certificat, on est bien en SHA-256 et on n'est pas en SHA-1. Très important parce que j'ai eu quelques clients qui étaient un petit peu inquiets. Vous êtes sûr que c'est pas du SHA-1, j'ai pas trop confiance sur Microsoft, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à leur montrer ce tableau parce que c'est très important pour bien comprendre ce que vous faites derrière. Parce que
Vous imaginez bien, hein, le cloud, en fait, on a l'impression que tout nous échappe parce que l'infra n'est plus chez nous, le service n'est pas chez nous, mais il faut quand même bien comprendre derrière ce qui est proposé. Puis n'hésitez pas aussi à appeler ou à poster des messages sur LinkedIn. Beaucoup d'experts pourront vous répondre sur cette thématique-là, et notamment moi si vous en avez l'occasion. Donc on va rentrer donc là, si vous voulez, on a vu un petit peu la partie, on a vu un peu l'introduction. On a vu la partie AIP, maintenant que vous connaissez un petit peu. Et là, on va rentrer dans la nouvelle partie, donc en fait, qui est le Sensitivity Label. Donc, en fait, ce sont des labels finalement sensitifs de protection. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la suite d'AIP, et ça va être l'avenir, parce qu'en fait, AIP plus tard va disparaître, et on va se baser uniquement sur la partie Sensitivity Label. Ça, c'est très important. Ça permet, alors, ils permettent également de faire la même chose, c'est-à-dire de classifier et de chiffrer les données, comme AIP. Une vision par contre unifiée, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces labels vont pouvoir être appliqués pas seulement à la suite Office, mais à un large panel donc, de fonctionnalités, à savoir la partie M365, hein, donc, et les applications tierces aussi. On va pouvoir les appliquer à des Teams, à des SharePoint, à OneDrive, etc. Comme je le dis ici. Très important, le label unifié arrive avec un nouveau client, donc pensez à bien utiliser le nouveau client si vous voulez utiliser Sensitivity Label. On fera un point tout à l'heure sur les clients. Et puis, très important aussi, c'est que pour pouvoir utiliser les Sensitivity Labels, vous devez absolument passer par le M365 Compliance Center. Enfin, Security and Compliance Center, pardon. J'ai oublié ici le mot sécurité. Parce que derrière, ce n'est plus, en fait, il n'est pas présent dans Azure, mais il est directement dans la partie M365. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est simple, hein, la partie, vu que c'est du Unified Label, vous allez pouvoir les appliquer à des Teams. Donc, quand vous allez créer votre Teams, vous allez pouvoir définir un niveau de sensitivity au niveau du Teams, du confidentiel, de l'internal, du secret, etc., etc. La partie SharePoint également, donc ici, comme vous pouvez le voir. Et puis derrière, donc je vais vous montrer ici, hop, au niveau donc Sensitivity Label. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc tout se passe ici, hein, donc au niveau donc de la console M365 Security and Compliance Center. Et vous avez la possibilité de créer directement ici vos labels. Alors, chose importante, c'est que si vous retournez dans AIP, si vous remarquez bien quelque chose, c'est que j'ai plus ou moins la même chose ici que ici, pratiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Microsoft, comme ils n'ont pas encore décommissionné AIP, si vous créez ici, donc on va le faire ensemble, si vous créez ici un label, donc ici par exemple test 02 AOS, alors il ne faut pas appeler vos labels comme ça, hein, c'est juste pour l'exemple. Ici, donc là je vais rien mettre dessus pour l'instant. Puis je vais le saver. On est bien d'accord que ce sont des plateformes différentes, donc ça c'est la partie Azure, et de l'autre côté c'est la partie, on va dire, M365. En fait, ce qui va se passer, c'est quand vous créez ce label ici, donc aujourd'hui vous pouvez toujours faire de l'AIP, hein, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais ici, donc rappelez-vous, je l'ai appelé test AOS 0, test 02 AOS. Donc si je viens ici, j'ai rien. Donc si je refresh, il ne faut pas que j'ai l'effet Bonaldi, voilà. J'ai ici le test 02 AOS. Et ça veut dire quoi? Ça, c'est important à bien comprendre. Ça veut dire quoi? Et ça, beaucoup de clients d'ailleurs ont du mal. Ça veut dire qu'il y a une cohabitation entre AIP et le Sensitivity Label grâce à ça, ici, grâce au Unified Label en fait, tout simplement. Parce que ça vous permet, si vous voulez, ils ont fait ça pour permettre pour faciliter la migration de tout ça, quand ça va arriver, de tout ça vers ici, en fait. Ça, c'est très important. Donc, vous pouvez très bien aujourd'hui venir créer vos labels ici et ensuite commencer à les publier sur une policy ici. Mais en général, ce qui est recommandé, honnêtement, c'est directement de passer par ici et de faire directement donc vos labels et vos policies directement ici. Ça, c'est très important. Donc voilà, je voulais juste vous faire bien comprendre que ces deux plateformes sont bien liées pour l'instant, parce que justement pour faciliter la migration, et plus tard, forcément, tout ce qui sera là sera plus accessible, et il faudra donc passer uniquement par ici. Et ça, effectivement, beaucoup de clients ont eu du mal au début,
Et voilà, on arrive un petit peu aujourd'hui à démocratiser ça et puis Microsoft sort de plus en plus de documents et de sites, hein, qui vous permettent en fait tout simplement de bien comprendre les enjeux. Donc ça, c'est très important à comprendre et une fois que vous avez compris ça, bah, vous allez comprendre que, bah, en fait, il faut passer directement par la partie unifiée de label qui vous simplifie beaucoup de choses et puis en plus elle est beaucoup plus granulaire puisqu'elle peut s'appliquer à plusieurs choses en fait, tout simplement. Donc on va aller sur la partie 4 du coup et sur la partie 4, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est la partie migration justement vers le Sensitivity Label. Donc ici, on voit que si on a un client qui a déjà donc la partie, AIP avec la partie protection et cetera, bah, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir migrer et vous allez pouvoir garder tous vos labels et tous vos policies. Donc une fois que vous avez migré, ici, bah, vous allez pouvoir automatiquement, soit alors ici, vous avez la partie Office Pro Plus, et cetera. Vous pouvez utiliser directement, vous savez, je vais vous le montrer tout à l'heure, vous pouvez utiliser directement ce qu'on appelle le Sensitivity Built-in. En fait, c'est un petit add-on qui va venir s'ajouter automatiquement dans votre suite Office, que je vais vous montrer ici. Ça on ne l'avait pas avec AIP. Hein. Hop, je vous dis. Pardon, parce que bah, ça. Voilà. Donc, ouais, pardon, parce que je me suis déconnecté. Donc ici sur AIP, pardon, sur le Sensitivity Label, vous voyez que même moi je me mélange un petit peu. Quand vous avez du Sensitivity Label activé sur votre compte, automatiquement, alors donc là, ça c'est le client, donc là il faut que je me connecte de l'autre côté, excusez-moi, hop, pour vous montrer les bonnes choses en fait. C'est celui-là. Et celui-là, hop, si j'ouvre un Word, je pense que lui c'est pareil. Je vais juste le désinstaller 2 secondes afin que vous puissiez bien comprendre. Voilà, donc il est là. La désinstallation ne prend pas longtemps. Il faut juste savoir que AIP avant, quand vous l'installiez, il fallait absolument déployer donc le client afin de pouvoir voir les labels. Donc les labels, ils sont là. Hein. Je vous montre dans ma présentation. En attendant la suite, ils sont ici. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un label public, confidentiel, général. Voilà. Donc après ici, on peut mettre du texte. Vous pouvez personnaliser votre texte, etc. Et ça, si vous voulez, c'est quand vous installez le client, bah, vous avez cet add-on aussi qui vient là. Donc soit vous protégez par là, soit vous l'avez ici. Mais ça, c'est la version classique, l'ancienne version. La nouvelle version sur les sensitivity labels, hop, si vous n'avez pas de client, en fait, automatiquement, il va pousser quelque chose qui est ici. Regardez ici, dans l'add-on, en fait, c'est un add-on qui est poussé dans la suite Office M365 Office Pro Plus, Click to Run. Hein. Directement ici, bah, vous avez la possibilité de choisir vos labels en fait directement. D'accord. Et ensuite, vous pouvez aussi installer le client pour avoir la barre ici. Et ça, je vais vous le montrer dans l'autre client. Excusez-moi, en RDP, c'est pas facile, qui est celui-là. Et ici, bah, vous voyez, hop. Non, c'est pas celui-là, excusez-moi. Voilà. Et quand vous installez le client, bah, vous avez ici les barres, en fait, la barre de le show bar, qui vous permet directement d'y accéder depuis ici. Donc très important, quand vous installez le client, la partie built-in, en fait, elle disparaît et elle se met ici, parce que ça, c'est le client qui est désinstallé, qui est installé. D'ailleurs, ici, voilà, vous voyez que vous avez le client, vous allez pouvoir le resetter, etc. D'accord. Et il s'appelle bien Microsoft Azure Information Protection. Ce qui est important, c'est que c'est pas parce qu'il s'appelle Azure Information Protection que c'est l'ancien client. Et c'est là où je vais donc vous dire un petit peu pourquoi et surtout quel client choisir. Juste tout à l'heure, donc là c'est très important comme je vous dis tout à l'heure, donc juste ici, hein, si vous avez le client, bah, vous allez pouvoir utiliser le client directement, mais il faudra par contre migrer vers le client unifié de label, ça je vais vous le montrer tout à l'heure. Si vous n'avez pas de client, si vous avez Office Pro Plus directement et vous n'avez pas envie
d'installer le client sur vos postes parce que vous utilisez que la partie Office pour la partie classification ou chiffrement, vous partez directement avec le natif information protection intégration, ce que je viens de vous montrer. Et puis si vous n'avez pas que Office Pro Plus, donc là la croix ici, installez le client et puis vous allez avoir la show bar ici que je viens de vous montrer. Tout à l'heure, comme je vous l'ai montré, il y a une cohabitation qui se fait, et comme je vous l'ai prouvé en créant donc un label, et puis il est automatiquement répliqué de l'autre, parce qu'en fait derrière, les mécanismes se parlent. Donc ici, vous avez la base AIP console, vous avez la base Security Compliance de l'autre côté, et puis du moment que vous créez un label sur la partie classique client, elle est automatiquement, en fait, il y a des get labels de partout qui sont envoyés et qui sont en fait synchronisés dans la partie unified label client. Voilà. C'est pour ça derrière que vous avez la possibilité de migrer du classique vers le unified label de manière transparente, en tout cas quasi transparente. Pour la migration, c'est simple. La première chose à faire, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord migrer la partie policy, mais en fait, elle se fait automatiquement parce que vous avez la partie cohabitation qui est derrière. Et activer, très important ici, hop, si vous ne l'avez pas fait, il faudra activer cette partie-là, unified label ici. Donc ça, c'est pour la partie migration. Hop, ici. Donc il faudra l'activer, d'accord? Si vous faites des changements, il faut bien sûr faire une publication de l'autre côté. Mais là, j'en ai pas fait de l'autre côté, donc j'ai pas besoin de publier. Et très important, c'est si c'est pas activé par défaut, vous devez l'activer. Une fois que c'est activé, je reviens sur mon petit dessin. Une fois que c'est activé, il faut s'occuper du client unified label, parce qu'il faut savoir, ça c'est important. Et j'ai des clients qui se sont un petit peu mélangés les pinceaux. Si vous avez un client classique, donc là je vais vous le montrer tout à l'heure, juste ici justement. Si vous avez un client classique, je reviendrai là-dessus après sur celui-là. Si vous avez un client classique, il va pouvoir voir uniquement les labels qui sont provisionnés par l'Azure Portal, à savoir la partie AIP classique que je viens de vous montrer. Donc si vous migrez vers le Unified Label vers le Unified Sensitivity Label, et vous avez plusieurs Sensitivity Labels, et puis vous avez toujours le client classique, en fait il va vous manquer des labels parce que le client classique n'est pas capable de lire les labels qui sont provisionnés depuis Office 365 Security and Compliance. Ça, il ne sait pas faire, c'est pas possible. Donc dans la migration, il y a la partie label et policy à migrer. Et une fois que vous avez migré ces deux choses, il y a aussi le client à migrer. C'est-à-dire que vos clients qui ont, vos workstations qui ont le client classique, il va falloir le migrer en Unified Client. Donc là, il va falloir le réinstaller via CCM par exemple. Ça s'installe très bien. Donc là, vous êtes obligé de le faire afin de pouvoir récupérer tous les sensitivity labels qui sont provisionnés depuis le Office 365 Security Center. Ça, c'est très important. Donc après, pour le téléchargement, en fait, quand vous le téléchargez, le client, quand vous le téléchargez, vous avez toujours l'ancien client qui est proposé. Donc, je vous ai mis un peu la différence. Donc, la partie LZ Info Protection, donc ça, c'est la partie classique. Et quand vous avez un UL derrière, ici ou ici, donc ça, c'est la partie unifiée de label, tout simplement. Donc, pour les sensitivity labels, il n'y a plus de débat, utilisez le client unifié de label. Ça, c'est important. Et le débat numéro 2, est-ce que je fais toujours de l'AIP ou je vais directement vers Sensitivity Label? Alors c'est simple, allez directement vers la partie Sensitivity Label. Si vous avez de l'AIP aujourd'hui, je vous conseille de commencer déjà à migrer. Comme ça, vous allez automatiquement utiliser toujours le Sensitivity Label. Il y a encore quelques limitations, on va le voir, mais c'est quand même quelque chose d'important. L'une des limitations que je trouve moi aujourd'hui, parce que là je vous fais quand même des retours d'expérience par rapport à pas mal de clients que j'ai eus, c'est que pour la partie du coup, vous savez, Office fait aussi la partie DLP ici. Vous avez donc la partie rétention, d'accord? Et vous avez aussi la partie Sensitivity Infotype où là, il y a un peu de tout, d'accord? La partie license number, la partie permis, la partie carte bleue, etc., etc. Donc c'est des choses qui sont déjà procréées par Microsoft. Mais ce qui dérange un petit peu, c'est que dans la partie rétention, enfin dans la partie policy, j'ai un client qui m'a dit ça serait bien de créer donc du DLP, c'est-à-dire de bloquer par exemple les accès si l'utilisateur envoie un email ou envoie un document avec un domaine externe. D'accord? Donc là, je vais essayer de le faire. Donc test DLP external sharing. OK. Donc là, je fais un test. Donc là, ici, je choisis qu'est-ce que je dois protéger. Donc là, par exemple, on va dire que j'ai envie de contrôler la partie
SharePoint, d'accord? Donc pour les, vous savez, pour la partie SharePoint, pour la partie External Sharing et OneDrive également. Je vais venir ici. Donc là, après, je ne sais pas si j'ai des sites ou pas. Non, on va faire autrement, c'est pas grave. On va venir ici, on va choisir tout. Et ici, derrière, on va pouvoir choisir, on va aller sur la partie Advanced Settings. Et on va faire une Rules. Et vous allez voir, vite comprendre la limitation. Donc, test DLP. Et là-dedans, donc, on va définir des conditions. Donc là, je veux dire que ma règle, c'est simple. Je veux donc être informé, par exemple par mail, quand un document tagué en sensible, en sensitivity label sensible, est partagé vers l'extérieur. Voilà, c'est simple. Donc je recommence. J'ai envie de recevoir un email quand tous les documents qui sont tagués par le sensitivity label secret sont envoyés vers l'externe. Donc là, je vais cliquer sur Content Contents ici. Et là-dedans, bah, j'aimerais donc dire qu'est-ce que je dois mettre comme contenu donc, de Sensitivity Label. Le problème, c'est que je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai la possibilité de choisir que les rétentions labels et les Sensitivity infotypes que je vous ai montré tout à l'heure. Mais je n'ai pas la possibilité de choisir les Sensitivity Labels pour l'instant aujourd'hui. Et ça, c'est un petit peu un frein aujourd'hui parce que bah, du coup, on ne peut pas savoir un petit peu qu'est-ce qui est envoyé vers l'externe, etc. Donc, pour pallier à ça, pour les gens qui ont de la chance et qui ont de l'E5, vous allez pouvoir venir dans Cloud App Security. D'ailleurs, au passage, comme vous pouvez le voir, la Cloud App Security, l'interface a un peu changé, donc elle est un petit peu plus user-friendly. Et ici, donc Control, si vous connaissez un peu Cloud App Security, vous avez la possibilité ici de choisir et de faire en tout cas de taguer ce qui sort en externe en fonction de ce que vous allez taguer sur vos documents. Donc là, bah, je dis tout ce qui est public, externe et public anyway, d'accord? Et là-dedans, là, je vais définir les classifications labels. Donc là, je vais aller attaquer mon Azure Information Protection parce que mon Cloud App Security discute avec mon AIP, d'accord? Donc je vais cliquer dessus ici. Et là, bah, regardez, comme par magie, je retrouve ici mes labels que je vous ai montrés ici qui sont là, d'accord? Pardon, qui sont là. Donc on retrouve les labels qui sont ici, parce que moi justement mon IP en fait discute, ou mon Safety Label discute avec mon Cloud App Security. Et donc là je vais dire que bah, tous les documents qui sont envoyés vers l'extérieur en confidentiel, d'accord. Ici bah, ça s'applique à tous les fichiers ou à des. On peut même exclure des fichiers, etc. D'accord. Donc moi je dis que ça s'applique à tout le monde. On peut également les appliquer au fail owner aussi, etc. Et puis ici derrière, on peut créer une alerte, l'envoi par mail, SMS, comme vous pouvez le voir ici. On peut la mettre dans Power Automate derrière ici pour enclencher, alors pour les spécialistes Power Automate, pour enclencher derrière des playbooks. Moi, je ne sais pas, qui va créer un Teams, etc. Ou alors qui va déclencher, j'en sais rien, sur votre système d'information. Et puis ici, dans la gouvernance des actions, on va pouvoir informer le owner du file. On va pouvoir mettre aussi un utilisateur en CC, en copie si on veut. On peut ici, alors on peut être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus restrictif. On peut remover directement le collaborateur ou alors remover la classification directement. Et on peut faire la même chose dans SharePoint. Donc là, vous voyez que c'est intéressant. La discussion entre la partie Sensitivity Label AIP et Cloud App Security, c'est que ça vous ramène quand même quelque chose d'un petit peu plus granulaire pour contrôler, encore une fois, la donnée quand elle sort de votre entreprise. J'insiste bien, hein, puisque depuis tout à l'heure, je vous dis ça. Ça, c'est très important, puisque la donnée, elle devient vulnérable, en tout cas, quand elle sort de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne la contrôle plus, on n'a plus les machines pour pouvoir les contrôler. Donc là, forcément, vu que c'est basé sur l'identité, bah, c'est très simple de jouer avec un Cloud App Security avec une simple règle pour pouvoir soit révoquer des accès ou soit alors tout simplement être alerté de ce qui se passe sur votre fichier, tout simplement. Donc tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, hein, client classique, une effet de label, très important à bien choisir. Voilà à quoi ça ressemble du coup. Donc vous avez le client classique, il est ici. Hop, je vais vous le montrer donc, parce que je l'ai là en fait. Donc ça, c'est le client classique, d'accord, qui est ici. Ensuite, vous avez l'unifié de label, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est celui qui est ici, là. Et puis, vous avez le client qui est intégré à Office Pro Plus. Si vous n'avez pas envie
de tout simplement télécharger, d'installer les clients sur tout Workstation, vous allez pouvoir utiliser celui-là. C'est uniquement, vous l'utilisez pour la partie Office Pro Plus. Ça, c'est important. Donc là, après, ici, on va avoir une petite démo aussi pour la partie envoi de mail. Donc, comme vous le savez, ici, sur mon mail, hop, pardon, on va pouvoir, en fait, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, ça s'applique aux mails, aux fichiers, etc. Ben là, on va pouvoir envoyer. Hop, et là, je voulais vous montrer un truc important. Donc, je vais cliquer, par exemple, sur confidentiel. Hop, ici, All Protected. Et puis là, on va l'envoyer à mon utilisateur de test. Et puis, on va aussi l'envoyer à l'extérieur. Tiens, comme ça, je vous montre qu'est-ce qui se passe quand vous l'envoyez en dehors de l'organisation. Est-ce que l'utilisateur aura accès ou pas? Parce qu'avant, ça ne fonctionnait pas. D'accord? Donc, on va faire un test comme ça. Puis ici, je vais l'envoyer. Voilà. Donc là, je l'ai envoyé à mon Gmail, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, on va d'abord voir à l'intérieur de l'organisation comment ça fonctionne. Excusez-moi avec le petit RDP, pas évident. Je vais ouvrir mon Outlook. Donc là, je vais recevoir un email ici. Pardon. Je vais recevoir ici mon email. Voilà ici, donc test. On voit que l'email est chiffré parce que vous avez le petit cadenas ici, comme vous pouvez le voir ici. Et quand vous cliquez dessus, alors forcément, je peux l'ouvrir. Pourquoi? Parce que j'ai accès. Et ici, je peux regarder les permissions. Qu'est-ce que j'ai comme permission sur la protection? Là, je peux tout faire, comme vous pouvez le voir, à part l'export. D'accord? Donc là, ici, on va essayer de faire. Le problème, c'est quoi? Je l'avais enlevé. Donc là, en fait, on ne pourrait même plus, vous ne trouvez même plus l'action pour faire l'export. Et ce qui est très important, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, vous voyez que j'ai la permission Yes partout, parce que j'ai dit que tous les membres qui vont être derrière ce label qui est appliqué, qui s'appelle CL Protected, auront en fait tous les permissions. Par contre, ils n'ont pas le full contrôle. Par contre, c'est pas parce que vous avez un full permission ici que le document, enfin, que le mail n'est pas chiffré. Ça, c'est très important aussi à faire comprendre aux clients. C'est pas parce que vous avez du S partout que c'est pas chiffré. Ça, c'est chiffré en interne et ça sera chiffré aussi vers l'externe. Donc maintenant, on va voir mon utilisateur Gmail ici. On va voir s'il a reçu mon mail. Donc mon mail qui est chiffré. Voilà, donc il l'a reçu, il est ici. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà, donc vous voyez ici, mon utilisateur Alex a envoyé un email à mon Gmail. Et là, vous voyez que voilà, le contenu il est bien chiffré. Hein. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose. Vous avez en fait le fichier, il est en RPMSG, donc c'est l'extension de protection. Et pour pouvoir le lire, je vais tout simplement venir cliquer sur Read Message, ici. Et puis là, en fait, pareil, je vais me connecter avec un code à usage unique qui va m'envoyer pour mon mail, ici. Là, je peux dire qu'il s'agit d'un ordinateur privé et il peut maintenir la connexion pendant minimum 12 heures au document. Donc là, je vais revenir ici et il va me donner voilà, mon code. Et là, je vais pouvoir donc accéder au mail de manière sécurisée, directement à distance et de manière chiffrée, comme vous pouvez le voir ici directement. Voilà. Avec la partie confidentialité, etc., etc. Donc après, je voulais vous montrer aussi donc, dans une démo la création de labels directement depuis ce portail. Et puis aussi, vous montrer à quoi servent les policies, parce que ça aussi, c'est important. Et puis, on aura terminé. Donc ici, au niveau Sensitivity Label, donc vous avez ici des labels, hein, d'accord. Vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des sous-labels, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous venez ici et vous cliquez Add Sub-Label. Et là, vous allez pouvoir créer votre sous-label. Et nous, donc, on va en créer un nouveau là-dedans. Donc là, on va l'appeler Secret. Là, on va l'appeler Secret AOS 03. D'accord. Donc là, la première chose, c'est vous mettez un nom, etc. Ensuite, derrière, vous définissez si vous voulez que ça soit une policy, enfin en tout cas un template d'encryption ou alors uniquement de classification. Si vous le laissez en non, il va être uniquement pour la partie classification. Mais nous, on veut aller plus loin, on veut de la protection. Donc, on va cliquer sur Apply. Et là-dedans, il va me dire pas mal de choses. Donc là, on veut que l'application, elle s'applique directement. Donc, on va assigner maintenant les permissions. D'accord? Et ici,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez donner donc on va dire un accès de manière temporaire. Si je fais par exemple, je spécifie une date, bah là ici, ou alors un nombre de jours, c'est encore mieux. Je peux dire qu'au bout de 10 jours, le document ne sera plus accessible au destinataire. On peut autoriser ou pas l'offline access. Là, par exemple, je peux le disabler. Et ici, on va assigner les permissions. C'est ça qui est important. Par défaut, vous êtes en co-auteur. Co-auteur, il peut tout faire, mais en fait, il peut tout faire sur le document. D'accord? Vous pouvez ici ajouter des groupes ou des utilisateurs qui sont donc dans votre organisation. Donc là, je rajoute ici tous les users et tous les groupes de mon organisation. Là, ça veut dire que j'ai rajouté tout le monde. Et quand je fais ça c'est très important à comprendre. Quand je fais ça, ça veut dire que tous les utilisateurs et tous les groupes et utilisateurs de mon organisation pourront recevoir le document, recevoir des documents et envoyer des documents avec ce template, avec ces droits-là. Ça, c'est important. Par contre, là où ça va changer, c'est si par exemple je veux spécifier ici les permissions et je vais dire ici par exemple que je veux du custom et je vais faire que du view, ici, d'accord. Je vais autoriser les macros parce que si vous avez des Excel, etc. Et je vais autoriser que du view. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais envoyer un email ou un document avec ce template-là à toute l'organisation, parce qu'il faut que je choisisse le scope, à toute l'organisation, les gens, quand ils vont recevoir ce mail, ils pourront faire du view et du view white data pour la partie macro uniquement. Par contre, celui qui a envoyé le document, celui qui a chiffré le document, forcément, lui, il a les full rights parce que c'est le créateur du document. Ça aussi, c'est très important à faire comprendre à vos clients. Donc après, ici, vous pouvez aussi être granulaire. Vous pouvez, par exemple, dire que je veux que ce template soit uniquement, par exemple, pour le groupe marketing. Dans ce cas-là, vous venez ici, vous ne cochez pas l'organisation entière. Vous venez ici et vous mettez tout simplement Add User Group. Et là, vous allez choisir votre groupe marketing, par exemple, ou autre. OK? Et si vous voulez discuter vers l'extérieur, très important, il faut autoriser ce qu'on appelle le Authenticated User. C'est ça qui permet, tout à l'heure, c'est ça qui m'a permis en fait de recevoir, vous savez, ce fameux mail afin que je puisse interagir avec un code unique pour pouvoir accéder au fichier de manière sécurisée ou au mail de manière sécurisée. Voilà. Donc là, on va le laisser comme ça, puis on va faire save. Puis derrière, on va aller sur suivant. Et là-dedans, on peut ce qu'on appelle mettre du content marking. Donc c'est ça, en fait, c'est quand vous taguez un document. Ça, je vais vous le montrer. Je vais ouvrir un Word. Et ici, quand je vais le taguer, par exemple, en confidentiel, ça met un petit peu de temps. C'est pas le bon, parce que celui-là, je crois que j'avais pas mis. Non, celui-là, c'est pas le bon. Lui, il en a pas. Je vais prendre l'autre PC qui a plus d'options. Et en fait, ça va tout simplement dans le document vous dire que le document il est confidentiel ou il est. En fait, c'est là. Vous voyez ici, là. Donc là, j'ai mis un watermark ici, par exemple, qui s'appelle Secret. Donc là, ici, vous allez pouvoir définir un petit peu ce que vous voulez. D'accord? Donc vous avez la partie watermark, le header et le footer. D'accord? Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, le background, la size, que ce soit en diagonale ou en horizontal, etc. Ça, c'est vraiment pour la partie com pour les users. Ça, c'est important. Ici, vous avez la partie auto-classification pour les Office Apps. Donc, c'est là où la auto-labeling, vous allez pouvoir mettre des conditions. D'accord? Vous allez pouvoir définir des groupes aussi. Et vous allez pouvoir donc ici, soit par exemple, si vous avez plusieurs groupes, vous allez pouvoir soit exclure, soit faire du OR. Donc, soit la fonction OU directement, ou la fonction et entre les groupes que vous allez définir. Et là-dedans, vous allez pouvoir soit mettre des trucs qui sont déjà posés par Microsoft. Donc ça, c'est des trucs un petit peu, vous savez, par exemple, s'il y a du contenu raciste, s'il y a du contenu pédophile, s'il y a du contenu un petit peu qui n'ont rien à faire dans une entreprise, les documents vont être tagués, par exemple, comme documents non désirables, etc., etc. Donc ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps et vous pouvez l'utiliser. Ou alors, vous pouvez utiliser les informations par défaut. Si vous rencontrez une carte bleue, si vous rencontrez la partie password, des passwords qui ne sont pas protégés, etc., etc. Donc là, par exemple, si vous rencontrez un permis français, vous pouvez dire par exemple que ce document doit être sensible ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est des classifications automatiques. Mais encore une fois, je vous l'ai dit et je répète, et d'expérience, honnêtement, en production, je ne l'ai jamais mis en place parce que j'ai jamais pu le mettre en place, parce que les entreprises ne connaissent pas
si vous voulez, les patterns qui arrivent souvent. En tout cas, c'est très compliqué de le savoir. Sauf si vous avez vraiment un cas précis où vous avez une entreprise, par exemple, qui fait des formules, enfin, qui fait, je sais pas, qui fait de la chimie, puis ils ont des formules précises, vous allez pouvoir les hard-coder ici. Mais sinon, honnêtement, c'est pas possible. Vaut mieux passer par, je laisse le user prendre la responsabilité de chiffrer et déchiffrer les documents, ou alors je le fais avec IP Scanner directement. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur suivant, et puis là, derrière, ben voilà, vous avez votre view, et vous cliquez sur submit. Donc là, notre label, il est créé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir le pousser sur notre client. Donc notre label, il est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le publier. Et pour le publier, on doit créer ce qu'on appelle une policy. D'accord? Cette policy, vous allez pouvoir créer autant de policies que vous voulez. Vous pouvez par exemple créer une policy pour les VIP, où seuls les templates des VIP seront dans cette policy VIP, forcément. Vous pouvez créer une policy pour le marketing, où seuls les marketing vont pouvoir avoir accès à cette policy. Donc c'est ce qu'on appelle le scoping en fait. Et vous devez d'ailleurs en bonne pratique créer aussi une policy qui s'appelle All User. Cette policy, elle regroupe tous les templates qui doivent être accessibles par tous les users. Par défaut, quand vous publiez votre policy, elle est déjà en All User. Donc faites attention à ne pas aller trop vite. Donc si vous voulez la être granulaire, vous pouvez choisir soit le user en question, un user en particulier, ou alors un groupe directement. Donc nous, on va la publier à tous les users dans notre cas, pour faire simple. On va cliquer sur un Next. Ici, on va pouvoir appliquer dans la policy un label par défaut, c'est-à-dire que si vous appliquez ça, l'utilisateur, quand il va créer un document, automatiquement, son document il sera labellisé avec un template que vous allez définir. Donc là, par exemple, j'en ai qu'un, mais je ne vais pas le faire. Ici, vous pouvez aussi demander une justification si l'utilisateur enlève la classification du document, ça c'est important. Et puis ici derrière, vous pouvez aussi demander à l'utilisateur de le forcer, si vous voulez, à automatiquement, enfin pas automatiquement, mais le forcer à mettre une classification directement. Donc là, nous, on va rien faire tout ça, on va faire Next. On va l'appeler ici AOS, donc 03, et puis on va faire Next et on va le publier. Et là, on va finir sur cette petite partie. Donc là, la policy a été publiée. Donc ici, je reviens, ma policy, elle est ici, hein, donc AOS 03. Je vais venir sur ma workstation. Donc là, ici, vous voyez que je ne le vois pas encore. D'accord, donc je ne vais pas aller sur celui-là, mais je vais plutôt aller sur PC01. Voilà, c'est lui qui a les policies. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, vu que ça marche avec Outlook, enfin, vu que ça marche avec la suite Office, il faut impérativement fermer la partie Office et la réouvrir tout simplement. Alors après, il faut attendre un petit peu parce que vous avez toujours un laps de temps. Et quand je vais cliquer ici, regardez ici, automatiquement, mon label a été provisionné. Voilà, AOS 3, parce qu'en fait, derrière, j'ai dit que la policy, elle concernait tous les utilisateurs. Donc, je peux le retrouver aussi ici. S'il tarde à venir, vous pouvez faire ça et resetter ici les settings. D'accord. Puis derrière, ça va recharger un petit peu votre client AIP. Et pour finir, vous avez un document ici AOS. Vous avez aussi la possibilité de faire clic droit du moment que vous avez le client et classifier et protéger le contenu du dossier. D'accord. Donc là, je vais me connecter. Et là, derrière, vous avez la possibilité donc d'appliquer une policy à toute une série de documents de manière, en une fois, en fait, directement. Vous pouvez aussi mettre des protections custom. Donc, vous décidez de ne pas vous baser sur ça, mais vous faites des protections custom si vous voulez, et l'envoyer à des gens que vous souhaitez, tout simplement. Alors, juste, le risque de ça, c'est que quand vous avez ça, et que si vous allez sur un partage de fichiers, et que vous faites ça, et que vous le protégez, vous allez protéger tout le fichier. Donc, il faut faire très attention. Donc, la communication au user, elle est très importante. Et aujourd'hui, il n'existe pas de moyen en fait de bloquer cette partie pour le end user malheureusement. Donc, faites très attention à ça. Donc, quand vous faites votre projet, communiquez bien sur la partie clic droit protect, que les utilisateurs, il ne faut surtout pas le faire sur la partie fichier partagé, etc. Et pour finir, si par malheur un utilisateur le fait, on peut toujours avoir ce qu'on appelle le super user, qui lui va permettre de déchiffrer tous les documents de l'entreprise. Parce que vous imaginez bien, si un utilisateur a chiffré quelques documents et quand il part, vous allez pouvoir donc le déchiffrer avec le super user. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas, et puis je vous remercie de votre attention.
Ben, merci, Saifala, c'était super riche, super intéressant. Beaucoup de contenu. Ouais, comme toujours, mais très clair en tout cas. Donc, Merci. je vois pas de questions. Je vais, donc, je pense que ça a été super clair. Je sais pas ouais, si